Allez, en place. Je vous propose qu'on démarre donc notre conseil municipal en faisant d'abord l'état effectivement des présences, des absences surtout. Donc nous avons donc Marie Bergiste qui donne procuration à Frédéric Chevalet, mais ce dernier est absent et je vous propose que, effectivement, au nom du conseil municipal, on puisse s'adresser à Frédéric nos sincères condoléances, puisqu'il a perdu malheureusement sa maman très récemment. Thierry Bisson donne procuration à Laetitia Vuillemin. Madani Filali donne procuration à Jérôme Leroux, bloqué pour raisons professionnelles. Francine Moine à Françoise Beach pour les mêmes raisons. Et Corinne André me donne procuration. Et Stéphane Perry est excusé et on pense bien à lui puisqu'il traverse lui aussi une mauvaise période. Le secrétaire de séance est dans l'ordre alphabétique depuis des noms, de Catherine Bougel. Nous l'appellerons Cathy, elle ne voit pas d'inconvénient. Très bien. Merci beaucoup. Donc s'agissant de l'ordre du jour, donc nous allons vous proposer donc, de valider le PV de la dernière séance du 17 novembre. Ensuite, je vous donnerai communication d'un certain nombre de décisions qui relevaient en réalité à des renonciations à des droits de préemption urbains. L'Arche Bernadette, nous aurons un compte-rendu annuel, ce qu'on appelle à la collectivité un CRAC, dans la mesure où on était, nous, bien sûr, délégants, mais nous avons un délégataire, un concessionnaire, qui est en la personne de la SEBL, qui vient donc nous faire un compte-rendu et à qui on a demandé de nous donner les perspectives de l'atterrissage pour le montage financier de l'Arche Bernadette. Donc nous accueillons M. Ruga, vous êtes le bienvenu. En termes d'affaires foncières, donc des acquisitions de parcelles, une vente par adjudication qui est une nouveauté dans notre collectivité que nous vous proposons. Le cahier des charges ensuite pour le premier exemple de vente par adjudication que nous proposons. Ensuite, une délibération très importante sur la construction de la nouvelle caserne, le nouveau centre de secours plus précisément donc pour nos sapeurs-pompiers. Un chapitre relatif ensuite aux finances communales avec une décision modificative avec 2 points importants à l'intérieur. Une demande de subvention à la région pour la digitalisation des commerces, au sujet de laquelle vous avez déjà donné d'ailleurs un accord pour une signature de convention. S'agissant du personnel communal, une modification du tableau des effectifs pour prévoir un recrutement au service urbanisme, un changement de siège de la présidence du groupement syndical forestier de la foresterie, les ouvertures dominicales des commerces. Il vous est donc demandé d'approuver une liste de dimanches pour l'année 2021. Et puis, dans les affaires diverses, un compte-rendu des opérations de gestion de crise sanitaire Covid-19, les lignes directrices de gestion, c'est un gros mot, mais vous voyez, c'est assez simple et important pour la collectivité, et quelques informations finales. Et comme je vous le propose depuis le début du mandat, si vous avez des questions, des observations, en fin de séance, il sera tout à fait possible de le faire. Voilà, donc s'agissant donc du procès-verbal de la séance du 17 novembre, est-ce que vous aviez des observations? Tout était fidèle aux propos, tout était fidèle à vos décisions, pas d'observation, très bien. Donc s'il n'y a pas de vote contre ou d'abstention, c'est bien, c'est réputé adopté. S'agissant du tableau récapitulatif des décisions, donc là vous avez 8 décisions proposées avec des renonciations aux droits de préemption urbains sur un certain nombre de cessions qui sont faites de propriétaires privés à propriétaires privés, au sujet desquels la collectivité n'envisageait pas d'acquérir les biens. Est-ce qu'il y a des volontés de remarques, des questions, des éclaircissements? Non, très bien. Bon, c'est une communication. S'agissant de l'Arche Bernadette, donc tous les ans, alors ça n'a pas été fait les dernières, je crois. Et tous les ans, effectivement, le concessionnaire donc, de la commune, qui est la Société d'équipement du bassin lorrain, la SEBL, vient rendre compte auprès de la collectivité des opérations qu'elle a menées pour elle. L'Arche Bernadette n'a pas été construite en régie par la collectivité, ni même par une procédure de marché public simple. On a choisi quelqu'un qui a les compétences techniques, bâtimentaires, juridiques, financières,
dans le cadre d'un montage à l'époque qui effectivement a été adopté vers 2013 et 2014 pour construire le nouveau bâtiment de l'Arche Bernadette. Bon, au sujet duquel, évidemment, il y a toujours les mêmes questions d'usage, la question de l'utilité, voilà, pas jeter un pavé dans la mare, mais on est tous conscients que c'est un bâtiment qui est fort utile sur un certain nombre d'aspects, mais qui sur l'ensemble de ces mètres carrés n'est pas assez utilisé. Donc j'ai lancé un groupe de travail sur le patrimoine, dans la mesure où nous avons des agents qui ont assez peu bossé sur les locations de salles par exemple. J'aurais demandé donc de travailler par le biais du directeur général des services sur une proposition d'état des lieux sur le patrimoine tahonnais, la salle Verdun, la mairie, la rotonde, etc., pour envisager véritablement une amélioration des usages. Mais ce n'est pas l'enjeu et la question de ce soir. La question de ce soir, c'est effectivement de prendre connaissance de ce CRAC. Donc c'est Nicolas Ruga qui, au nom de la SEBL, va venir donc, et vient nous faire le bilan donc de 2019. Et on a demandé à des éléments complémentaires, et je vous remercie puisque vous les avez préparés, s'agissant d'un focus sur l'année 2020, et puis de l'atterrissage de l'opération, puisque l'an prochain, en 2021, grosso modo, on sera sur la même lignée de l'organisation de cette concession depuis 2014. C'est-à-dire, grosso modo, pour la collectivité, 610 000, un peu plus, 610 000 euros en investissement qui couvre grosso modo la charge de l'emprunt, et puis 240 000 euros donc, en exploitation pour couvrir les frais financiers, les frais de personnel, etc. Et c'est l'année 2022 qui sera la dernière année de la concession, qui est une année d'atterrissage pour laquelle je souhaite également que vous ayez, vous, mais aussi les citoyens par le biais de la retranscription vidéo, et je remercie d'ailleurs nos amis pour la couverture de ce conseil municipal, qu'on sache comment on va atterrir. Voilà, c'est quand même extrêmement important pour que la commune ait la visibilité nécessaire. Donc sans ajouter d'autres éléments, je vous propose, si vous voulez bien, Monsieur Ruga, de prendre la parole et de nous présenter le CRAC et un peu plus. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre accueil. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous l'avez souligné, je vais vous faire déjà un rappel historique sur le montage du dossier et vous présenter les chiffres de la concession. Donc, avril 2012, exactement le 27 avril, marque l'entrée en vigueur de la convention de concession de travaux pour laquelle le SEBL Grand Est a été donc engagé et missionné pour les travaux de réhabilitation et d'aménagement de l'ensemble immobilier de l'Arche Bernadette. La mission qui s'est donc... Je reprends ma présentation, pardon. Donc, la concession donc, de travaux a fait l'objet de 2 avenants, les avenants purement techniques, puisqu'il repoussait la date de livraison des travaux du bâtiment. Suite à ça, en mai 2014, une convention financière est venue préciser donc l'engagement et les montants des avances de trésorerie avec un échéancier qui a été défini par un avenant et le versement des avances sur la période de 8 années. Comme ça a été précisé, donc sur 2014, le versement d'avance était de 200 000 euros, puis on était sur un montant de 600 000 euros entre les années 2015 à 2020, et enfin en 2021, 610 000 euros, comme souligné Monsieur le maire. Donc on arrive à un remboursement total de l'avance pour l'exercice 2022, donc bien sur les 8 années. Autre aspect donc de la mission, la location du bâtiment. Le bail a été donc signé en juin 2014 sur une durée de 8 ans pour un montant donc, annuel TTC de 240 000 euros. Donc fin 2022, en octobre 2022, on aura atteint aussi donc, la période de 8 années et on pourra nous discuter, et je pense qu'on le validera certainement dans l'année prochaine, la sortie du contrat de la concession. Sur le financement de l'opération, donc on était parti sur 2 emprunts à l'époque, garantis à 50% par la collectivité, et un deuxième emprunt sur un crédit coopératif. Ça. Les missions donc confiées à la SEBL étaient donc décomposées en 2 phases. On avait donc une première phase pour la partie purement travaux, donc sur la construction, avec le suivi de la gestion de l'opération.
Et donc ensuite, la deuxième phase qui concerne l'exploitation, donc la gestion courante, ce qu'on appelle l'entretien courant des bâtiments. Pour l'avancement de l'opération, je vous précise quelques dates. Les travaux ont été réceptionnés en deux phases. La première phase en septembre 2014 sur donc, le bâtiment AF qui se situe le long de la rue Lorraine. Et ensuite le bâtiment E qui est l'auditorium, là qui a été réceptionné début janvier 2015. Les bâtiments ont été livrés à la commune également deux phases. À l'issue des réceptions, l'auditorium un peu plus longuement puisqu'il était remis en avril 2015. Donc c'est à cette date que sont actés donc, le début de la période de gestion et d'entretien des bâtiments. Sur les chiffres de 2019, donc je vous ai fait les éléments synthétiques des dépenses et recettes de l'opération. Principalement les dépenses à l'heure actuelle concernent sur les coûts de construction les principaux travaux d'entretien, notamment les entretiens réglementaires, techniques. Vous avez le cas notamment sur les ascenseurs, les lignes d'ascenseurs et les entretiens de sécurité incendie. Et après, on a surtout quelques frais généreux, frais financiers qui sont dus à la vie et à l'exploitation du bâtiment. En termes de recettes, donc, il y a eu quelques produits financiers, principalement donc, les loyers. Et particularité sur l'année 2019 que vous ne trouvez pas ailleurs, c'est l'indemnité assurance, puisque sur la partie de l'auditorium, il y a eu un sinistre dégâts des eaux qui a fait donc l'objet d'une déclaration, d'une indemnité l'assurance dommage ouvrage qui vient donc se rajouter entre guillemets sur l'opération. Donc c'est les 18 054 € précis qui ont été précisés sur le diaporama. Donc à la date, en date donc, du 31 décembre 2019, on avait une trésorerie disponible de plus de 521 000 €. L'évolution du budget, donc je vous ai fait également un comparatif sur la période précédente de l'année 2018 et 2019, aussi bien sur l'aspect des dépenses que des recettes. Donc précisément, la seule évolution elle concerne, je vous disais, les loyers, l'impact avec l'assurance dommage ouvrage qui venait bonifier la partie recettes. On est donc sur un budget initial global qui est de plus de 6 578 000 €. Et aujourd'hui, en total, donc, des dépenses pour l'exercice 2019, on a atteint un total de 6 127 801 € pour des recettes équivalentes, le tout étant bien en dessous du budget initial. Sur les prévisions 2020, alors même si on est aujourd'hui le 17 décembre, que l'année est quasiment écoulée, je peux vous faire déjà la synthèse et anticiper le rapport de l'année prochaine. Les seules dépenses qui ont eu lieu sur la partie construction sont donc la reprise des travaux dans le cadre du sinistre dommage ouvrage. Il y a eu quelques travaux d'entretien faits à l'été 2019, notamment j'ai en tête la partie protection solaire sur les châssis vitrés et sur les fenêtres de toit. Et les loyers donc perçus à hauteur de 40 000 €, on a dit tout à l'heure, qui étaient donc contractuels. La trésorerie prévisionnelle à la fin d'année, donc à fin décembre 2020, est de 561 000 €. Alors maintenant, je viens sur le complément et les éléments que vous attendez tous. Je vous ai fait là, donc rapidement, synthétiquement, les dernières échéances sur les 3 derniers exercices. Donc sur 2020, il y a eu la partie de loyer à 240 000 €, l'avance donc sur la trésorerie de 600 000 €. 2021, on est sur un loyer identique de 240 000 € et sur l'avance qui est pour la dernière année de 610 000 €. 2022, on aura donc le solde de loyer qui est de 194 348 € et on atteindra une avance cumulée à 4 410 000 € pour un prix de cession global donc de l'opération de 5 402 000 €. Donc à l'atterrissage, fin 2022, alors on va reprendre le diaporama à l'envers. Sur le reste à charge pour la ville, potentiellement aujourd'hui, après il reste à définir, il y a un peu plus de 105 000 €. Comment on arrive à ce montant-là? Donc on repart du prix de vente TTC.
donc à 5 402 000 euros, pardon, 5 402 090 euros, auquel on vient déduire donc les avances de trésorerie qui ont été versées jusqu'à présent sur la période de 8 années. Vous avez donc un solde de 892 000 euros, auquel vous pourrez déduire, via le temps réglementaire, la partie TVA. Donc si vous récupérez la TVA dessus, le delta entre les 892 000 moins le solde de TVA fait en gros une centaine de milliers d'euros, mais qui reste du coup à affiner derrière. Et ce que je vous propose, avant de vous laisser la main pour toutes les questions, c'est justement de travailler dès à présent sur la sortie en fin 2022 et sur la préparation notamment du prochain CRAC, auquel cas on pourrait en préciser ces éléments. Voilà pour la présentation. Je reste à votre écoute si vous avez des questions. Je suis surpris, vous avez quand même expliqué un excellent finalement de 500 000. Il faut qu'il m'a demandé la parole. Oui, sur le. C'est bien le budget. Non, ça demande n'importe quoi. Vous êtes à 561 000 sur la trésorerie prévisionnelle qui est dégagée, oui, tout à fait. Et malgré cet excellent fort, on doit encore remettre 105 000 derrière. Oui, ça c'était pour. Pardon, vous avez dit le montant 105 000 Oui, le reste encore. Ouais, c'est pour arriver au solde cumulé pour les 5 402 000 euros. Hein. Mais après, je vous disais, aujourd'hui, c'est pour pouvoir en tenir compte notamment de la récupération de TVA, ça c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé aujourd'hui, mais qui est estimé. Après, on vous propose justement de vous accompagner avec ma directrice financière aussi sur la précision de ces montants-là et sur le solde final. Très bien. Alors, ça ne fonctionne pas le truc là. Ouais. Merci. Oui. Je vous propose de solliciter, pour que les échanges se passent pour le mieux, de solliciter la parole avant d'intervenir. En fait, effectivement, moi je pense qu'il y a je l'espère en tout cas, que l'atterrissage sera encore meilleur que celui prévu. En raison d'une trésorerie, je pense, qui continuera à être plutôt bonne d'ici la fin de l'exercice, puisque j'ai bien examiné moi les tableaux détaillés que vous nous avez fait parvenir. On voit quand même que sur les années 2021 et 2022, il y a des propositions de provisions ou de frais de fonctionnement qui me semblent assez, comment dirais-je, en décalage avec ce qu'on a observé par le passé, mais de manière prudentielle sans doute, et tant mieux. Ce qui me laisse à penser, à espérer, mais nous aurons à en convenir ensemble que l'atterrissage sera encore meilleur que celui-ci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce compte-rendu? Non? Qu'est-ce que ça vous a coûté au final? Qu'est-ce que ça va nous coûter au final, cette opération Arche-la-Navette? Qu'est-ce que la commune a payé finalement en tout et pour tout jusqu'à la fin? Ça sera environ un peu plus de 7 millions d'euros TTC. Voilà. D'autres remarques? Non? Très bien. Il m'appartient de vous remercier. Monsieur Ruga, j'ai bien entendu votre proposition de rencontre prochaine, que nous honorerons avec plaisir, pour améliorer encore notre budget, si on a bien besoin. Voilà, donc je vous propose qu'on le mette au voie malgré votre présence. Je ne pense pas que ça puisse nuire à la qualité des délibérations. Qui serait contre ce CRAC? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Ruga, pour votre présence. On vous souhaite, malgré le contexte délicat de fin d'année, de belles fêtes à vous et à vos proches. Merci également à tous. Merci. Au revoir. Non, encore. Ouais. Très bien, donc je vous propose que nous poursuivions avec la vente par adjudication. Par principe, et le rapport qui suit, ce sera un premier exemple concret. Vous le savez sans doute, parfois, lorsque des biens de la commune sont à céder, on
fait une estimation des domaines, et on peut rencontrer un certain nombre d'acteurs ou de partenaires qui peuvent être intéressés. Je trouve que ces procédures méritent d'être un peu mieux éclairées, d'être un peu plus transparentes, surtout dans l'intérêt des finances communales. Vous pouvez avoir quelqu'un, parfois que vous appréciez, qui vient, parce que c'est un opérateur historique de la commune, et qui souhaite acheter un bâtiment parce que vous n'en avez plus besoin. Je suis assez favorable à ce que le conseil municipal, alors que le maire a délégation sur un certain nombre de sujets, pas sur les sessions, mais en tout cas sur les discussions, je souhaite néanmoins qu'on soit plus clair et qu'on puisse faire valoir les intérêts de la commune. Ce qui nous amène à proposer, comme moyen de vente de nos biens, l'adjudication, l'enchère. C'est-à-dire que vous avez un bien, vous en déterminez la valeur, les domaines font une estimation, et à partir de cette estimation, vous pouvez vous en éloigner, ça peut être un prix inférieur, un prix de départ inférieur, supérieur, en fonction de l'intérêt du bien, de sa qualité, de sa consistance, mais il est évident que ça permet d'avoir des offres qui permettent sans doute peut-être d'obtenir un meilleur prix à la fin que si finalement vous ne faites pas de publicité sur le fait que vous vendez quelque chose et que vous êtes lié finalement un peu au microcosme local. Donc je vous propose donc qu'on puisse mettre en place ce procédé qui d'ailleurs fait l'objet d'une couverture nationale en termes de publicité, c'est obligatoire dans le cadre de la vente par adjudication, qui est un moyen juridique reconnu dans le droit positif de cession des biens. Et pour le bon fonctionnement de ce procédé, propose une commission d'adjudication soit mise en œuvre, qui puisse vérifier les conditions et le contenu du cahier des charges. On peut vendre aussi à certaines conditions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le prix, il y a aussi les usages derrière. Estimons que vous vendez un bâtiment en proximité du centre-ville et que vous souhaiteriez par exemple avoir au rez-de-chaussée un commerce, mais si vous le vendez comme ça à n'importe qui et que dans le cahier des charges il n'y a rien, ça peut se muter en logement. C'est le genre de truc auquel il faut être sans doute un peu vigilant. Donc pour les biens de la commune, quand on voudrait les vendre, on pourrait dire par exemple, dans cet équipement, et c'est l'exemple d'après, il y a un rez-de-chaussée, dans le rez-de-chaussée on pourrait souhaiter effectivement qu'il y ait une occupation tertiaire et pas d'habitat, pour ne pas perdre en densité d'activité dans le centre-ville, parce que ça c'est fondamental pour en maintenir son attractivité, mot très à la mode. Donc je vous propose donc non seulement de mettre en place le principe d'un cahier des charges et d'une vente par adjudication des biens publics par des bâtiments sur les terrains, propose que ce soit mis en place dans un deuxième temps, et puis bien sûr de m'autoriser à accomplir l'ensemble des démarches nécessaires afin de mettre en œuvre cette procédure. En sachant que sur la commission d'adjudication, on a écrit à tout le monde, on proposait potentiellement qu'il y ait deux élus de la majorité et un élu de chaque minorité afin d'avoir véritablement la pluralité la plus parfaite dans cette commission, mais malheureusement nous n'avons pas eu de réponse des membres de la minorité, ce qui fait que nous avons 4 candidats potentiels qui sont donc Aurélien Bétis, François Grandvalet, Jérôme Valsésia et Madani Filali, pour figurer donc au sein de cette commission d'adjudication, qui sera en charge de veiller aux opérations de cession. Est-ce que vous avez à ce sujet des questions, des observations? Non, eh bien je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc nous allons aborder immédiatement un cas concret. S'agissant donc du bâtiment qui se situe 8 avenue des Fusillés, qui nous appartient, qui accueille actuellement ce qu'on appelait la perception, la Direction Générale des Finances Publiques, qui va quitter les lieux à la fin de l'année 2021, dans le cadre de là aussi c'est un mot à la mode, la rationalisation, l'optimisation, méfions-nous des mots à la mode, du réseau des trésoreries de la Direction Générale des Finances Publiques. Ça veut quand même dire qu'il y aura moins d'accès aux gens et que quand vous aurez besoin d'un conseil sur votre feuille d'impôt ou d'aller payer une taxe ou un droit que vous devez à la collectivité, ça sera quand même moins facile. Mais les jeux sont faits. Notre collectivité
avait, je crois, émis une motion l'année dernière, mais de toute façon, dans aucun territoire des Vosges, ces motions ne donnaient de résultats. Hein. Voilà, donc pour en revenir à nos moutons, hein, donc on est là sur une surface de 565 mètres carrés cadastrés AB 435, qui donc va avoir qui générera pour nous des difficultés encore plus importantes une fois que la trésorerie ne sera plus présente. Il y a un rez-de-chaussée avec des locaux administratifs actuellement loués jusqu'à la fin de l'année 2021, une entrée, un hall d'accueil au public, des bureaux, un local d'archives, des locaux sanitaires et des vestiaires. Et à l'étage, une entrée, des WC séparés, une cuisine, un couloir de distribution avec placard, un salon de salle à manger avec un serre, un appart, quoi, 3 chambres, salle de bain et WC buanderie. Et au-dessus, un grenier aménageable. Et un petit terrain attenant, sans les parkings, qui restent de compétence et de propriété communale. Voilà, donc il est proposé de fixer un prix de départ. Donc les domaines ont dû estimer à 155 ou 65 000, 155 000 euros, hein, je crois, hein, le bien. Et donc il est proposé de mettre un prix de départ qui soit 10% inférieur à l'estimation des domaines. Puisque quand vous êtes en dessous de 10%, on estime que vous faites une aide directe à celui à qui vous vendez. Vous pouvez avoir donc des ennuis avec la législation fiscale. Ce qui est sûr, c'est que on avait déjà, pourquoi on a décidé de mettre ça en place maintenant, c'est qu'on a une proposition à 105 000 euros. Maintenant, 105 000 euros, vous voyez l'écart par rapport à l'estimation des domaines, c'est pas possible, sauf que cette personne-là savait à peu près que le bâtiment allait être cédé, je ne sais pas comment, et peu importe, que j'ai rencontré, qui est quelqu'un de très bien, hein, qui a déjà fait du bon boulot sur Tahan, mais j'ai signifié moi à cette personne que je préférais quand même, pour faire valoir les intérêts de la collectivité, mettre aux enchères, par adjudication, ce bien, que si elle envisage de faire une offre, eh bien qu'elle la fasse, mais dans ce cadre convenu. Voilà, moi, ça me semble beaucoup plus clair et carré. Maintenant, voilà, il est donc convenu et proposé qu'on parte à un prix de départ de 139 500 euros, ce qui est dans une bâtisse qui est quand même d'une surface relativement intéressante. Hein, on parle de 565 mètres carrés quand même, hein, de surface, qui présente à côté de la mairie un potentiel important. Même si, il faut être clair, hein, la boucherie qui est à côté, ça fait depuis plusieurs années qu'elle est en cession et qu'il n'y a personne pour la prendre. Mais ce bâtiment est quand même bien mieux foutu et à mon avis bien plus valorisable dans l'enceinte du centre-ville. On réfléchit à un certain nombre d'aménagements, c'est-à-dire il y a des services publics, la maison des services au public par exemple qui se situe au sein de l'Arche Bernadette. On aimerait on entame une discussion avec le PETR pour essayer potentiellement de l'évacuer pour potentiellement en faire un lieu au sein du rez-de-chaussée, qui serait donc pour le tenant, le propriétaire, une source de loyer en plus plutôt fixe, plutôt fiable, stable, pas très élevé, mais au moins sûr. Et l'opportunité de mettre ce service quand même dans un endroit beaucoup plus approprié, parce que il faut prendre son bâton de pèlerin hein, pour trouver la MSAP de Tahan-les-Vosges. Hein. D'ailleurs, qui sait où elle est hein, autour de la table? Je ne vais pas lancer le quiz, hein, parce que ce serait cruel, à mon avis. Mais il n'y a que 1700 personnes différentes qui passent sur la MSAP de Tahan. À Rambervillers, c'est un flux de 5 à 6 000 personnes par an, par exemple. Vous voyez, et la localisation, ça joue énormément. Et on a des besoins d'accompagnement sur les services publics. Et on parle notamment de la fermeture de la perception. Eh bien, la MSAP a notamment pour rôle de vous aider au primo-accueil sur les fiches d'impôt, par exemple. Enfin, ce serait assez intéressant qu'on puisse assurer une meilleure continuité. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Je vous propose éventuellement un certain nombre d'interventions, de questions, si cela vous semble nécessaire. Non? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous demande de m'autoriser à recourir à cette procédure de vente, surveillée par la commission d'adjudication, d'approuver ce cahier des charges, puis de m'autoriser bien sûr à accomplir toutes les démarches nécessaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Très bien. Donc, je vous propose effectivement de passer désormais, je l'ai dit, de procéder donc à une demande de subvention au Conseil régional pour la digitalisation des commerces. Parce qu'en fait, il s'avère que nous avons donc accepté ensemble une convention
pour rebooster notre activité commerciale, accompagner nos commerçants dans un certain nombre d'initiatives. Je n'y reviens pas, à moins que vous le souhaitiez, vous ayez des questions à poser à ce titre. Il s'avère donc que là, la CCI et la région Grand Est avancent à bon rythme sur la préparation de cette intervention. Nous aurions la chance, je le dis, parce qu'on a vraiment des gens formidables, au Quai Alpha à Épinal, à côté de la gare, donc qui est un nid de start-up, un lieu totem pour le développement de l'économie numérique. On sera accompagné par Martin Bouvron et quelques start-upers du Quai Alpha. Et on aura un déploiement qui en général est un déploiement plutôt réservé à des villes de taille beaucoup plus importante. Donc on va avoir l'enjeu avec Jérôme de vraiment faire en sorte que les commerçants se saisissent de cette opportunité. On en avait déjà parlé. Si vous souhaitez intervenir, bien sûr, vous pourrez le faire. Il s'agit là de demander la subvention, l'appui financier du conseil régional. Nous ne l'avions pas fait explicitement. Donc on doit demander l'appui du conseil régional qui intervient sur ce dispositif à hauteur de 80%. C'est quand même absolument précieux et indispensable, puisque nous n'aurions pas été en mesure de porter cette action tout seul, sans appui extérieur. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non, pas de demande d'intervention. Donc, si personne n'est contre, si personne ne s'abstient, ce rapport est adopté. Merci. S'agissant désormais de la construction de la nouvelle caserne du centre de secours des sapeurs-pompiers, effectivement, c'est une délibération importante qui en appellera d'autres. Là, on pose non pas la première pierre, mais la première décision importante, si vous en êtes d'accord, bien entendu, d'une nouvelle aventure pour nos sapeurs-pompiers. Nous n'étions pas élus, mais avec Dominique Thomas, le 31 décembre 2019, nous étions vers les coups de 18h, 19h auprès donc, des sapeurs-pompiers. Et on a constaté, alors on le savait déjà, mais on a fait vraiment un tour exhaustif pendant 2 heures du lieu. Bon, je crois qu'il n'y a pas de débat sur la complète obsolescence et c'est peu dire, du site, qui regroupe quand même un nombre important de volontaires. Je salue Jérôme d'ailleurs, qui en fait partie et qui est très engagé dans la communauté des sapeurs-pompiers locales, et bien au-delà, au niveau départemental aussi. 67 volontaires, me semble-t-il, environ, dans des conditions exiguës. En fait, il y a eu une progression du nombre de volontaires, une progression des activités, une progression du nombre d'interventions aussi, qui font qu'aujourd'hui, le lieu n'est plus du tout adapté. Donc il y a eu des discussions depuis de nombreuses années, mais plutôt infructueuses, avec la précédente municipalité. Plusieurs lieux avaient été envisagés. Objectivement, pas d'avancée concrète. On parle de 1000 interventions par an quand même, sur notre caserne, sur notre centre de secours principal. 1000 interventions par an, c'est donc 3 par jour, grosso modo. Alors il y a une spécificité, c'est que nous ne sommes pas tout seuls à intervenir, puisque historiquement, dans le cadre des conventions qui datent de Mathusalem, Taon-les-Vosges était lié notamment, à Cap-Avenir-Vosges était lié à Chavelot et à Igné sur le financement et la gestion donc, du centre de secours. Après quelques échanges, bien sûr, avec le colonel Demière, qui a fait du bon boulot pour faire avancer ce dossier, il nous est envisageable de trouver un endroit, et c'est l'objet de la délibération de ce soir. L'endroit que nous avons imaginé, c'est à l'arrière de la prairie Claudel. Vous situez les jardins de Cocagne, vous situez la piscine, il y a un terrain de foot stabilisé qui ne sert plus depuis, ou quasiment plus, à part à quelques vétérans qui y vont les dimanches matins. Il n'y a plus d'usage sur cette parcelle-là, qui est très importante puisque la commune est propriétaire d'une parcelle d'à peu plus de 14 000 m² sur l'ensemble du secteur, qui est constructible au sein de nos documents d'urbanisme et qui, on voit bien aujourd'hui, n'a pas d'usage particulier. Donc nous envisageons effectivement d'être en capacité de céder. Alors je vous propose qu'on le fasse à l'euro symbolique, compte tenu de l'importance des missions assurées par les sapeurs-pompiers,
de céder à l'euro symbolique une parcelle d'environ 4100 mètres carrés afin de permettre cette construction. Maintenant que je vous ai parlé de l'endroit et des conditions dans lesquelles je vous propose de céder ce terrain, je pense qu'il faut que je vous en dise plus sur le financement d'une telle opération et sur la philosophie surtout de cette opération. Il s'avère que le SDIS souhaite faire une grosse caserne parce que le nombre de volontaires que nous avons sur Thaon-les-Vosges nous permet d'intervenir plutôt aisément sur des points d'intervention qui peuvent être parfois plus éloignés. Tous les centres de secours n'ont pas la chance d'avoir le nombre de volontaires que nous avons à Thaon. Et ça veut dire que le SDIS souhaite utiliser cette ressource au mieux possible, que ce soit en aménagement de locaux, donc pour que les sapeurs-pompiers puissent vivre convenablement dans les locaux, mais aussi en stockage de matériel et en stationnement de véhicules, avec une aire de stationnement digne de ce nom, pour faire quelque chose de véritablement propre et qualitatif. Donc, en plus, on est lié avec Chavelot et avec Igné, donc ça veut dire qu'il faut que la convention financière, tout le monde soit d'accord. Chavelot, Thaon, Igné. Igné a délibéré d'ailleurs très récemment, il nous a communiqué sa délibération. Parce que donc le coût de la construction du bâtiment est de 2 400 000 € hors taxe. Estimation, évidemment, hein, ça peut changer. Et si ça change, et tout euro au-dessus de 2,4 millions, c'est le SDIS qui le prendra à sa charge. C'est important de le dire. Donc la convention financière fait que nous aurions donc 1 200 000 € à la charge des communes, la moitié, ce qui était la traduction historique des conventions qui nous liaient au SDIS, et nous faisons à ce moment-là une règle de 3 toute simple. Nous répartissons en fonction du nombre d'habitants ce 1 200 000 € qui représente la moitié du coût de la construction entre Chavelot, Igné et Thaon-les-Vosges au prorata des habitants, ce qui donne potentiellement 935 000 € hors taxe à la charge de notre commune, 148 000 € à la charge de la commune de Chavelot, 120 000 € à la charge de la commune d'Igné. Fin novembre, j'ai mobilisé une réunion en présence du colonel, en présence des maires, notamment de Digné et de Chavelot, pour qu'on en discute et qu'on se mette d'accord, que ce ne soit pas chacun dans notre coin à délibérer de manière isolée, pour qu'on ait une stratégie territoriale autour de ce sujet. On est tous d'accord, et on est tous d'accord sur les montants, parce que 935 000 € c'est beaucoup pour nous, mais 148 000 € c'est beaucoup pour Chavelot, et 120 000 € c'est beaucoup pour Igné. Sauf qu'on a tous considéré qu'il nous fallait, sur le territoire, un centre de secours digne de ce nom, qu'on peut tous, pas faire de romantisme excessif, mais on a tous besoin à un moment ou à un autre, ou nos proches. On ne peut pas laisser, je pense, aujourd'hui nos sapeurs-pompiers dans ces conditions-là, tout en vous précisant que nous avons déjà pris notre bâton de pèlerin pour aller auprès notamment de l'État pour nous aider financièrement à ce sujet. Donc nous n'avons aujourd'hui pas la notification, donc on débouchera le champagne un autre soir, mais le secrétaire général de la préfecture m'a fait savoir qu'au niveau du SGAR, le secrétaire général de la région, il avait déjà prépositionné une somme de 700 000 € de subvention pour le SDIS et les 3 communes. En sachant que ces 700 000 là sont divisés en 350 000 pour le SDIS, 350 000 pour le bloc communal, et que sur les 350 000, il y a donc une part qui nous revient, qui est assez importante compte tenu de notre engagement, qui réduirait notre participation dans un premier temps à 665 000 € hors taxe. Ce qui donne quand même un effet de levier. Alors, c'est pas fait, hein, je vous le dis, moi je reste toujours très prudent. Hein. On a un bon secrétaire général de la préfecture. Souhaitons qu'il reste, souhaitons qu'on puisse atterrir correctement sur ce sujet. Je suis confiant, je crois en la parole de l'État, une parole forte, mais restons toujours prudents en la matière. Voilà, donc je n'en ajoute pas davantage. Je vous propose éventuellement, si vous avez des observations, des interventions ou des questions, que vous puissiez les formuler dès à présent sur une délibération qui est tout de même excessivement importante et qui doit être prise en compte le cas échéant dans notre programme pluriannuel d'investissement. Hein, il faut qu'on planifie bien entendu maintenant nos dépenses et nos investissements. C'est la raison précise qui nous amènera d'ailleurs à vous proposer un programme pluriannuel d'investissement dès les orientations budgétaires pour lesquelles je vais vous donner une date en janvier. Hein,
Donc il faut que ça rentre dans la cocotte budgétaire, et ça peut rentrer, mais c'est forcément toujours des concessions qu'on fait par ailleurs. Mais là on parle de la santé, on parle de la sécurité civile, on parle tout de même d'un aspect extrêmement important dans l'équilibre territorial. Il n'y a pas que l'attractivité, hein, voilà. Il y a aussi les choses vraies et les choses en dur qu'il faut absolument gérer dans une commune. Voilà, donc est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Oui, Karine. C'est par rapport à l'accès routier. Si tu veux bien prendre ton micro. Si, parce qu'il y a les retranscriptions vidéo, pour que tout le monde t'entende. Merci. C'est par rapport à l'accès routier, parce que c'est quand même pas très évident d'aller au fin fond de la prairie Claudel, et au niveau de la rapidité de sortie des véhicules et les entrées. Oui. Alors, si tu peux éteindre ton micro, excuse-moi, c'est un peu autoritaire, mais on ne sera pas exactement au fin fond de la prairie Claudel, où tu dois sans doute avoir de délicieux souvenirs d'enfance, et moi aussi, mais pas avec toi. Non, mais il y a un tout petit écart d'âge. Hein. On est vraiment sur le terrain stabilisé. Donc on a beaucoup étudié l'implantation avec les services des sapeurs-pompiers, le service départemental d'incendie et de secours. Et ce qui l'intéresse à plusieurs égards, c'est d'une part une localisation qui est bonne vis-à-vis aujourd'hui de la présence des volontaires qui habitent pour beaucoup à Chavelot, mais aussi pour nombre d'entre eux à Girmont, et nombre d'entre eux à Chavelot. Et que ce secteur-là, un peu d'ailleurs comme le secteur actuel, qui n'est pas très éloigné d'ailleurs du secteur actuel, est un secteur qui est pertinent. Parce qu'il y avait une étude au-dessus sur la zone Innova 3000, mais il s'avère que le colonel ne rebutait cette hypothèse parce qu'il considère qu'il y avait la voie ferrée et qu'il suffit que tu aies un train qui passe, il y a quand même 30 ou 40 trains minimum qui passent chaque jour, et que c'est un risque de retard sur les interventions. Et puis c'est l'accès à la départementale, ça doit être la 62 si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, à la départementale qui est toute proche et qui permet en fait un accès très rapide en fait sur la route départementale, et qui selon le service départemental d'incendie et secours ne pose pas la question. En revanche, ça posera la question de l'entrée, en fait, de l'aménagement d'entrée entre la départementale et l'accès à la caserne, qu'on devra nous aussi, bien sûr, faire rentrer dans nos investissements, et qui seront effectivement à notre charge. Mais l'idée, c'est qu'entre le centre de secours et la départementale, on ait quelques secondes simplement d'accès, qu'on ait la pénétrante immédiate. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Karine. Ouais. Très bien. Merci de ta question. Des observations, questions? Jérôme? Ouais, tout d'abord, pour signaler, pour ceux qui étaient à la réunion, c'est la chance que nous avons ici à Thaon d'avoir un nombre de bénévoles pompiers important. 70, tu l'as dit tout à l'heure. Il faut le noter parce que ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Et je suis en tant qu'élu content parce que ce soir, on prend acte de ce premier investissement lourd pour notre commune. Un investissement utile, fort utile, et non pas futile. Voilà. Monsieur le maire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vous précise effectivement, puisque j'ai l'habitude de ne rien cacher, que j'ai souhaité mettre au débat entre les vice-présidents et le président de la communauté d'agglomération d'Épinal la pertinence, à mon sens, puisque nous avons transféré le coût, mais bon, on paye toujours les 240 000 € de contribution au SDIS, mais on fait un chèque à l'agglo, et c'est l'agglo qui à la fin fait le gros chèque, qui est pas très très gros vu les services rendus, mais qui fait le chèque donc au SDIS. Moi j'ai considéré qu'on avait 20 casernes sur le territoire communautaire, 20 casernes sur les 78 communes. Il y a des centres d'intervention vraiment de petite taille, et puis il y a les centres de secours principaux, tels que le nôtre. Moi il me semblait tout à fait pertinent de transférer la compétence, pas une compétence, mais de transférer la gestion de l'investissement au niveau de la communauté d'agglomération d'Épinal. Pourquoi? Parce qu'on a un intérêt majeur à avoir une capillarité territoriale de qualité, d'avoir des secours à moins de 10 ou 11 minutes, et c'est ça aujourd'hui le défi que s'est lancé le SDIS, des différents points d'intervention. À ce sujet, donc on a engagé une discussion. Je remercie le président Henrich parce qu'il a fait une proposition qui était vraiment de bonne qualité.
qui consistait sur les 65 000 qui restaient à notre charge, d'avoir une participation de la communauté d'agglomération de 50%. Sauf que malheureusement, et c'est bien d'avoir la tribune publique de temps en temps pour le dire, malheureusement l'étroitesse d'esprit d'un certain nombre de vice-présidents, mais quand je parle d'étroitesse, c'est même de hier, d'un certain nombre de vice-présidents, certains d'ailleurs sont maires pas très loin de chez nous, hein, pour ne pas les citer, s'y sont opposés au motif que quand ils ont réhabilité leur caserne à l'époque, il n'y avait pas eu le soutien de la communauté d'agglomération d'Épinal. Mais évidemment, elle n'existait pas. Bon. Moi, je considère que c'est dommage d'avoir, vous voyez, cette courte vue. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on va faire une caserne de taille importante, notamment pour pouvoir aller facilement à l'appui d'un gros problème, et on le fait parce que c'est les convictions, on ne le fait pas pour nous dire merci, c'est les convictions des soldats du feu, d'aller partout où il y a besoin, mais la collectivité quand même va avoir une charge plus importante pour faire une plus grosse caserne, parce qu'elle a des volontaires, et que ça lui permettra d'aller intervenir un peu plus loin que ce qu'elle peut faire par rapport à d'autres centres. Je considérais donc logique, parce que le SDIS raisonne à une échelle macro, départementale, voire communautaire, mais que tout le monde s'aligne par cohérence. Parfois, les jeux politiciens, hein, moi je le dis hein, franchement, hein, les bas jeux politiciens qui ne voudraient pas qu'il y ait un territoire qui pousse, hein, parce que le sien ne pousse pas, amènent parfois à la plus profonde des perfidies. Et ça, je peux vous dire que, moi, c'est le genre de truc, ça rend plat et ça ne ressort jamais. Voilà. Donc l'intéressé qui était glorieux le jour-là de casser une alliance territoriale, je pense, a pris beaucoup de risques pour son propre avenir politique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Dominique. Oui, je voudrais apporter une précision supplémentaire par rapport au calendrier. La première rencontre que l'on a eue était début juillet, je crois, mi-juillet. Et effectivement, donc, le SDIS a été très rapide, et nous aussi également donc, au niveau de la municipalité, puisque demain, donc, en conseil d'administration du SDIS, la construction de cette caserne est à l'ordre du jour. Donc effectivement, je crois que Chablot délibère également ce soir. Oui. Tout le monde est parti donc sur un projet qui serait livré, donc on n'est pas sur une supposition de caserne peut-être un jour, on est vraiment sur un projet de livraison à fin 2023, donc on est vraiment sur du concret. Et d'autre part, sur le montage, on intervient, nous, uniquement sur le bâti. Et il faut savoir que le SDIS prend aussi à charge tout ce qui est équipement intérieur, tout ce qui est mobilier, réseau, branchement et autres, qui représentent aussi une énorme somme de leur côté. Et la TVA. Et la TVA. Donc, effectivement, là, on est sur un projet qui, en l'espace de 6 mois, a mûri très rapidement et va voir le jour dans 3 ans à peu près, à cette date. Merci, Dominique. Est-ce qu'il y a d'autres volontés d'intervention? Non? Très bien. Donc, je vous propose que ce soir, on ne valide pas le financement, hein, même s'il me semblait important de l'aborder. On ne va pas vendre un terrain, enfin céder un terrain à l'Eurosabolique sans avoir la visibilité. Ce que dit Dominique est important, puisque 2,4 millions c'est le coût du bâti, mais c'est 3 millions, hein, effectivement, le coût de l'opération. Hein, il y a 120 000 € effectivement, de mobilier de réseau, et il y a une somme colossale en matière de TVA. Voilà, et donc je vous propose de mettre aux voix la cession des terrains. Oui, parce que... Est-ce qu'il y a donc des votes contre? Des abstentions? Très bien. Je vous remercie, et c'est important qu'il y ait effectivement une alliance territoriale auprès de nos pompiers. Oui. Monsieur le maire, vous savez à quel point ce projet me tient particulièrement à cœur. C'est pour ça que je voulais vous remercier publiquement, en mon nom, au nom de tous les sapeurs-pompiers taonnais, pour ce projet. Comme vous l'avez dit, et comme l'a dit Dominique, 5 mois. Première rencontre le 17 juillet. Ce soir, nous sommes le 17 décembre. En 5 mois, vous avez trouvé le terrain. Lancement, vous en avez parlé. C'est pour ça que je vous remercie publiquement, chaleureusement. Je remercie l'ensemble du conseil municipal d'avoir voté favorablement à l'unanimité au lancement de ce beau projet. Vous nous faites un beau cadeau de Noël avant l'heure, et un grand merci à tout le monde. Merci Jérôme.
court, simple, efficace, comme d'habitude, c'est Jérôme Leroux. Voilà, très bien. Évidemment, il était également entendu de valider la convention nous liant au SDIS. Je remercie d'ailleurs effectivement au passage le président du SDIS, Dominique Peduzzi, qui est un acteur efficace et ardent pour la concrétisation de ce projet. Voilà, donc s'agissant désormais des finances communales, donc je vous propose une décision modificative avec 2 rubriques, avec des montants relativement importants. Le premier, c'est une opération de boîte aux lettres, puisqu'en fait nous avons reçu dans le cadre des colonies apprenantes une subvention de 30 400 € de l'État afin de financer le dispositif. Sauf que cette subvention d'État doit être affectée au CCAS. Donc il y a un jeu d'écriture qui permet donc d'allouer la somme reçue dans le budget communal au budget du CCAS. Voilà. Et puis, un dossier également très important, la commune réfléchit à l'installation d'une chaufferie biomasse dans le secteur des avios. Donc, pour aller plus en avant sur cette stratégie, nous avons besoin donc de mener une étude de faisabilité qui d'ailleurs donnera sans doute, et on l'espère, une pertinence à ce projet qui vous sera présenté donc, dans quelques instants par Yannick Payot, conseiller municipal délégué à l'urbanisme et aux mobilités, parce qu'il faut aussi sans doute maintenant se lancer dans les trajectoires d'autonomie énergétique, de modération des consommations des fluides de type pétrole, de type gaz, pour s'inscrire alors dans une démarche, non pas une démarche bobo d'écologie, mais dans une démarche concrète, pragmatique et de terrain. Voilà, donc là il sera prévu, donc, et je vous mettrai au voie seulement après la présentation donc, de Yannick, il est proposé donc d'allouer 40 000 €, donc un budget de 40 000 € à l'étude nécessaire, et nous avions encore donc quelques crédits sur les acquisitions de terrain dont nous n'avons pas besoin, que nous pouvons allouer à ce dispositif, en sachant que Carole Dufour a pris son bâton de pèlerin pour aller nous chercher les subventions, et on espère auprès de l'ADEME une prise en charge autour de 70% de cette subvention. Je ne dis pas de bêtises. Merci Carole. Je te propose Yannick d'enchaîner. Oui, donc concernant donc ce projet de réseau de chaleur, donc une étude d'opportunité a été faite, qui a été également présentée donc la semaine dernière, mercredi, à la commission développement durable. Donc déjà des éléments de contexte concernant le SCOT des Vosges centrales. Donc cette étude fait partie intégrante des orientations du SCOT, donc à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique avec l'augmentation des températures avec des fortes canicules, mais également des précipitations intenses sur des délais relativement courts, la réduction de la consommation des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables, avec une autonomie énergétique envisagée à horizon 2050. Donc bien sûr, la quantité de chaleur et de froid renouvelable, pareil, avec un objectif à horizon 2030, donc de multiplier par 5 ce réseau. Un parc immobilier rénové, bâtiment basse consommation en 2050, et la réduction de la part du nucléaire, avec une baisse de 50% de cette production d'ici 2025. Donc le réseau de chaleur en lui-même, donc un outil qui permet donc de répondre à différents objectifs, qui soient environnementaux, économiques et sociaux. Donc l'économie d'énergie, développement sur la base d'énergie renouvelable, donc l'émergence d'une économie compétitive, l'assurance de la sécurité d'approvisionnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ensuite, qu'est-ce qu'un réseau de chaleur?
qu'on peut également appeler réseau de chauffage urbain. Donc c'est l'équivalent d'un chauffage central à l'échelle d'une ville. Donc il permet d'alimenter des bâtiments communaux, des bâtiments privés et des industriels. Le principe, c'est que les clients soient raccordés à ce réseau de chaleur comme on peut l'être pour un prestataire de gaz, d'électricité ou d'eau. Donc le prestataire sur la délégation de la ville apporte cette énergie aux portes des différents bâtiments et ensuite reste à distribuer vers les autres locataires. Donc là, normalement, voilà, il y a une petite slide donc, qui montre un peu les grands principes de fonctionnement du réseau de chauffage urbain. Donc on voit en haut à gauche l'unité de production de chaleur, donc autrement dit la chaufferie, avec des réseaux primaires et des réseaux secondaires donc, qui permettent de reprendre cette énergie issue de la chaufferie. Et ensuite les différents points de livraison, donc que ce soit des bâtiments industriels, communaux ou vers des logements de particuliers. Donc les avantages du réseau de chaleur, donc bien sûr une maîtrise du coût global avec des tarifs compétitifs et performants, un impact environnemental limité, des sources d'énergie qui sont décarbonées et le respect bien sûr des normes de santé publique. Un impact social avec une mise en œuvre d'énergie locale et renouvelable, un investissement qui bénéficie aux acteurs locaux et potentiellement la création d'emplois non délocalisables pour la maintenance de cette installation. Et le dernier avantage, la fiabilité du réseau au niveau donc, du service rendu et du dépannage en cas d'incident sur l'ensemble du réseau. Donc d'après les ratios donc, de l'ADEME, en fonction de la quantité de tonnes de bois utilisées pour cette chaufferie, donc pour 100 000 tonnes, on pourrait créer un emploi. Donc, ce qui n'est pas négligeable pour notre commune. Donc cette étude d'opportunité a identifié déjà d'une part l'implantation possible de cette chaufferie, donc qui serait située entre Visquez et l'ancienne BTT, juste avant. Avec donc une distribution, donc c'est les traits rouges qui figurent sur le plan, donc qui se dirigerait donc vers les bâtiments communaux principalement. Donc on retrouve donc l'école Goïpré, toute la zone autour du match, la distribution vers la mairie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tout le secteur de la place Jules Ferry, mais également vers le nord, vers la piscine bien sûr, et ce qui pourrait bien sûr être compatible avec d'une part ce dont on vient de parler donc au niveau du centre du SDIS, mais également sur la partie plus au sud avec un développement potentiel sur la zone des Aviers. Donc tout ça reste bien sûr compatible et l'étude de faisabilité démontrera justement tout ce potentiel. Donc l'idée de cette chaufferie donc, serait d'utiliser effectivement la biomasse, donc du bois, l'équivalent de ce qui existe à Razillon donc, pour la chaufferie d'Épinal. Donc les avantages, c'est d'avoir une énergie propre et renouvelable, la valorisation des filières locales. Je pense qu'avec justement la modification climatique, ça peut être un débouché intéressant pour ce type de produit. Et une mobilisation de subventions et de TVA réduite. L'inconvénient, c'est qu'il faut effectivement disposer d'une surface de terrain qui permet l'implantation de cette structure et bien sûr le transport du combustible avec l'arrivée de tout ce bois qui permettrait donc de produire cette énergie. Donc l'autre possibilité, mais ce n'est pas forcément vers celle-là qu'on se tournerait, ça serait la géothermie, puisque ça présente plus d'inconvénients que d'avantages, puisqu'il faut en fait que le réseau, la distribution de chaleur soit la plus stable possible tout au long de l'année
pour ne pas occasionner des surcoûts de consommation et une maintenance trop importante de l'infrastructure. Donc pour pouvoir mener cette étude de faisabilité, l'idée c'est de mettre en place donc un schéma directeur avec différentes étapes, dont la première est effectivement de confier une mission à un bureau d'études pour réaliser une étude de faisabilité. Donc bien sûr la constitution d'un comité de pilotage qui permettra de faire le lien avec le bureau d'études et d'adapter en fonction des besoins de la commune les réflexions du bureau d'études. Et pour finir, donc cette étude serait basée en 7 étapes: le recueil de données techniques, ensuite un recueil de données comptables et financières, une présentation d'un bilan avec montage juridico-financier, la présentation du bilan des avantages et le bilan des inconvénients, des échanges bien sûr avec les élus de la commune, pour finir à une présentation de l'étude au comité de pilotage. Et les conclusions du bureau d'études permettront d'identifier la solution qui semble la plus adaptée pour la collectivité. Voilà. Merci Yannick pour cette bonne présentation, rapide, synthétique, efficace. Est-ce que vous avez des questions, des observations à ce sujet qui a déjà été évoqué au sein de la commission effectivement développement durable sous la houlette de Carole Dufour? Pas de questions ou d'observations? Quelques remarques, moi, potentiellement, peut-être pour introduire éventuellement un débat, parce que c'est un sujet important. Hein, alors c'est qu'une étude de faisabilité, hein, donc on n'est pas avec la pelle et la pioche à commencer à faire les travaux. On en est loin d'ailleurs. Simplement, il est très important effectivement dans cette étude de faisabilité, un potentiel, enfin en tout cas le bureau d'études puisse dire effectivement il y a une opportunité financière déjà pour un opérateur. Ou pour la commune, hein, si c'était elle qui menait ça en régie. On l'a déjà évoqué, on pense que la commune aura les compétences pour mener un tel projet en régie et que sans doute on pourrait s'acheminer vers une délégation de service public, par exemple, hein, pour ce genre d'investissement. Moi je pense que c'est hyper important parce que, alors il y a l'enjeu évidemment du développement durable, la transition énergétique qui est fondamentale. Mais on a aussi un autre truc qui est en train de se jouer sur le territoire et qui, à mon avis, mérite d'être anticipé. C'est aujourd'hui la modification du process énergétique industriel de Norske-Skog, qui, dans quelques années, avec ses nouveaux projets, consommera visiblement 250 000 tonnes de bois en moins. Enfin, ne consommera plus de bois, en fait. Hein, 250 000 tonnes. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire une chaufferie biomasse pour permettre à une issue, en tout cas au bois local, mais quand même, il y a aussi cet enjeu-là. Et donc c'est une opportunité. On ne manquera pas de ressources, et elle risque de ne pas être très très chère compte tenu de cet enjeu. 250 000 tonnes, il faut quand même voir ce que ça représente. C'est quand même assez colossal. Il y a d'autres aspects, je pense qu'il y a des aspects par rapport également à l'impact, par rapport à notre commune. Et ça va être un des aspects les plus pénibles, parce que si demain il y a une opportunité à faire, et qu'il y a un raccordement prévu de tous les bâtiments qui ont été listés dans l'avant-projet sommaire. Il va falloir péter des routes, il va falloir générer des difficultés de circulation, il faut s'y préparer, quoi, hein, c'est quand même l'aspect qui n'est pas le plus réjouissant. Mais j'ai tendance à penser qu'il y a certaines communes responsables, comme Épinal ou Rambervillers, qui l'ont fait très récemment, vous le faites et derrière vous avez quand même un bilan énergétique et une baisse une diminution de l'émission de CO2 qui est quand même assez probante et assez phénoménale. Un avantage financier aussi. En général, les collectivités qui ont pu recourir à ces solutions, qui avaient raccordé leurs bâtiments sur le réseau de chaleur urbain, enregistrent en général une économie de 10-15% de leurs frais énergétiques. Notamment grâce à la TVA différenciée, tu l'as dit, il y a une TVA qui est de 5,5 quand tu es en réseau de chaleur, et sinon c'est pas la même. Hein. Et donc il y a cet écart sur la TVA qui permet d'enregistrer une économie potentielle. Donc bon, je ne voudrais pas en dire davantage et disserter sur le sujet, parce que le sujet a d'ailleurs été bien présenté, mais il y a beaucoup d'avantages et quelques inconvénients aussi. Étant entendu qu'il y a également le projet de la
parcelle, hein, et aujourd'hui qui ne nous appartient pas, hein, qui est donc là aussi un enjeu assez fondamental. On a des discussions avec Alain Thirion sur aujourd'hui l'emprise foncière dont il est propriétaire, enfin dont la SCI Coubertin est propriétaire, et donc c'est un élément effectivement à prendre en compte dans cette réflexion, mais qui nous semble adapté compte tenu d'un contexte environnemental sensible. Des interventions, des questions à ce sujet? Non? Ça vous paraît clair? Très bien, écoutez, je vous propose de le mettre aux voix. Et donc mettre aux voix à la fois l'affectation de la somme au CCAS au titre des colos apprenantes et à la fois donc cette somme allouée à l'étude de faisabilité pour la chaufferie biomasse. Est-ce qu'il y a une opposition? Est-ce qu'il y a une abstention? Très bien, je vous remercie. Nous abordons un chapitre relatif au personnel communal. Donc je vous le disais tout à l'heure, hein, nous envisageons donc un recrutement au service urbanisme puisque nous avons un professionnel qui quitte la collectivité pour rallier le Grand Besançon, je crois, hein, c'est ça. Donc il est nécessaire de prévoir en fait la création de plusieurs postes hein, en fait au niveau de la collectivité, mais on ne va pas recruter une personne sur chaque poste. C'est simplement qu'en fonction effectivement des gens qu'on aura au jury, il est possible qu'il y en ait un qui soit rédacteur, qu'il y en ait un autre qui soit rédacteur principal de deuxième classe, etc., etc. Et on ouvre les postes pour pouvoir en fait recruter assez rapidement sur l'un ou l'autre. Donc c'est ça qui est un peu baroque hein, finalement dans la procédure, c'est qu'on ouvre les postes. C'est incroyable, hein. C'est peut-être à faire remonter. On a deux vénérables représentants du centre de gestion, je ne sais pas ce qu'on peut faire remonter à ce titre-là, mais c'est fou. Tu ouvres les postes, tu recrutes, après tu refermes les postes parce que tu as fait ton opération. Bon, après c'est pas dramatique en soi, mais c'est vrai que ça peut être un peu déroutant, puisque je pense que certains ont pensé qu'on allait recruter peut-être 6 personnes, quoi, alors qu'en réalité on n'en recrute qu'une, hein, si on trouve, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est toujours difficile hein, de recruter. Voilà, donc on ouvre un poste, bon, je vais quand même les lire, un poste de rédacteur à temps complet, un poste de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet, un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet, un poste de technicien à temps complet, un poste de technicien principal de deuxième classe à temps complet et un poste de technicien principal de première classe à temps complet. Voilà, est-ce qu'il y a des questions au sujet de cette délibération? Pas de questions. En sachant qu'on aimerait bien un profil quand même, on a rediscuté encore récemment avec les services, avec Emre Demir, on aimerait bien quand même quelqu'un qui soit sympa, qui puisse véritablement être dans le conseil hein, en matière d'urbanisme, plutôt que d'envoyer le document à la mairie puis de trembler et savoir si ça va être, si on va avoir un retour ou 15 retours. On est quelqu'un qui puisse dire voilà, les règles dans ton secteur c'est comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux faire ça, 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 et ça tu ne peux pas le faire, et je pense qu'il sera aussi à la fin un synonyme de gain de temps. On veut aussi que ce soit quelqu'un qui les soirs potentiellement puisse être disponible pour participer à des réunions, pour expliquer dans les comités de proximité ou dans les réunions publiques ce qu'on peut faire ou pas faire en matière d'urbanisme. Donc c'est un choix, c'est potentiellement un choix important, intéressant, étant entendu qu'on avait réfléchi, j'ai eu des échanges avec le président Henrich, on avait réfléchi à un transfert de la compétence du service urbanisme, un transfert du service urbanisme à la communauté d'agglomération d'Épinal, mais le problème c'est que nous on veut qu'il y ait du monde à la mairie, quoi. Il faut qu'il y ait du monde à la mairie de Thaon, quoi, et que ça, si demain on avait des agents de l'agglo mis à disposition de la ville de Thaon dans nos murs, on ouvre une boîte de Pandore, pas possible, chacun demanderait dans chacune des communes d'avoir son personnel détaché, ce qui, à mon avis, ne serait pas soutenable, qui n'est pas soutenable en termes d'organisation. Donc, on conserverait, conserve ce service urbanisme qu'on souhaite effectivement plus proche encore, même s'il y a eu bon boulot de fait, mais plus proche encore de la population. Est-ce qu'il y a des interventions? Non, pas d'intervention. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. C'est adopté, merci. Un rapport qu'on a l'habitude d'avoir tous les ans dans les conseils municipaux sur les cessions de bois issues des coupes en forêt communale, à la demande de l'ONF.
donc le conseil municipal doit se prononcer sur la destination de certaines coupes de bois en forêt communale, à Taron, à Girmont et à Ancourt, sur des parcelles qui sont identifiées donc dans le rapport hein, que vous avez sous les yeux et que vous avez pu prendre connaissance avant de venir au conseil municipal. Donc sur les parcelles en forêt communale de Taon, sur la parcelle 7J, il s'agit donc de vente de grumes façonnées qui sont donc issus de la campagne 2020-21 et 21-22. La partage en nature des autres produits moins nobles, hein, que ce soit les houppiers et les petits bois, entre les affouagistes. Sur la parcelle 8U, donc une vente en bloc sur pied, en forêt communale de Taon, en parcelle 30A et 6U, le partage en nature de la totalité des produits entre les affouagistes. La vente en bloc également est sur pied à un professionnel. Sur d'autres parcelles en forêt communale de Girmont, également là, des ventes de grumes façonnées donc, au cours de la campagne à venir. Le partage en nature des autres produits, houppiers et petits bois, entre les affouagistes. Des produits accidentels issus de la forêt également, en forêt communale, donc pour vente de grumes façonnées également au cours de la campagne à venir. Partage en nature des autres produits, donc houppiers et petits bois, également entre les affouagistes. La parcelle 3B en cours, vente en bloc et sur pied, est toujours en cours sur les parcelles 12A, 9U et 11A, donc partage en nature de la totalité des produits entre les affouagistes. La vente en bloc et sur pied à un professionnel. Et il est proposé également de laisser à l'ONF le soin de fixer les découpes dimensionnelles, de répartir l'affouage par feu et de désigner comme garants responsables qui ont une belle expérience déjà en la matière, messieurs Roger Ditch, Jean-François Yernard, Lionel Périol, Daniel Salmon et Patrice Walquin, experts auprès de la collectivité, de fixer le délai unique d'exploitation, façonnage et vidange des bois partagés en affouage pour les petits bois au 31 décembre 2021 maximum, les houppiers à la même date, et à l'expiration de cette date, eh bien, les affouagistes seront potentiellement déchus de leurs droits. Et il s'agit également de fixer le montant de la taxe d'affouage, qui serait donc à 11 € TTC pour le bois sur pied, 45 € TTC pour le bois livré aux habitants, et 31 € TTC pour les bois stérés et non livrés, sur un budget forêt qui, de tous les ans, de son présente un excédent également, pour la part qui revient à la commune, relativement important, et pour lesquels nous avons des projets dans les années qui viennent, qui vous seront explicités d'une part par le conseil municipal, donc dans quelques semaines quand nous serons prêts, et puis il serait intéressant que l'ONF également nous présente son plan de gestion, comme l'ONF a l'habitude de le faire d'ailleurs toujours en début de mandat. Est-ce qu'il y a des observations sur ce rapport, donc, qui est effectivement plus technique que stratégique, bien d'accord. Pas de questions, pas d'observations, donc je vous propose de le mettre aux voix. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Très bien, je vous remercie. S'agissant du groupement syndical forestier de la foresterie, présidé par Jean-Pierre Philippe, il est proposé une modification de statut. Et donc, une modification de statut nécessite une délibération de la collectivité de rattachement que nous sommes. En délibération en séance du 8 septembre 2020, Jean-Pierre Philippe avait proposé donc, aux membres présents lors de ce conseil, donc du groupement syndical forestier de la foresterie, de changer le siège. Puisqu'il me semble qu'il était d'usage que le siège de la foresterie mute avec le président de la foresterie. Et donc le président étant Girmontais, en la personne de Jean-Pierre Philippe, il est donc proposé que le siège mute à Girmont, en mairie déléguée de Girmont, 30 rue Abbé Vincent. Donc pour rappel, ce groupement comprend les communes de Bécourt, Pamiers, Vaxoncourt et la nôtre. Et peut-être veux-tu donner quelques mots sur les objectifs de Jean-Pierre, du groupement syndical de la foresterie? Oui, donc c'est un syndicat qui a été créé en 2006. Aucune des 4 communes n'avait assez d'argent pour acheter elle-même cette parcelle, ces 242 hectares de la ville d'Épinal. Donc il y a eu une décision de s'associer à plusieurs, et chaque commune
comment dire, a le même nombre de parts que les 3 autres communes. Hein, c'est commune SI, si on veut. On travaille par part égale, on ne travaille pas par le compte d'hectares partagé. Donc ce syndicat a deux représentants par commune, ce qui fait qu'on est 8 dans ce syndicat, en conseil d'administration. Et on a un bureau constitué d'un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Et on s'arrange pour que chaque membre soit un représentant de chaque commune pour être équitable. Et ça a du sens, effectivement, de ramener, pour tout ce qui est administratif, poste, etc., de ramener cette adresse de la présidence où est basé physiquement le président. Et la chance que nous, on a, c'est que l'agent ONF qui gère Cap Avenir est la même qui gère la foresterie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc déjà pour nous, c'est plus simple de travailler et pour l'ONF, c'est d'autant plus simple. Très bien. Merci. Qui s'oppose à la modification des statuts? Personne. Qui s'abstient? Personne. Très bien. Le rapport est adopté. Nous évoquons désormais les ouvertures dominicales, qui prennent un sens sans doute encore plus important pour 2021, compte tenu des difficultés pour nos commerçants. Les difficultés, c'est peu dire d'ailleurs, en 2020. Donc il y a une loi de 2015 qui détermine que effectivement le maire est en capacité de déterminer un certain nombre de dimanches ouverts, enfin, dimanches où les commerces peuvent ouvrir. Il s'avère que quand il y a plus de 5, quand le maire veut proposer plus de 5 dimanches dans l'année, il faut qu'il y ait un avis conforme de la communauté d'agglomération. Donc pour éviter des allers-retours infructueux, la communauté d'agglomération, j'ai proposé d'ailleurs lundi dernier au conseil communautaire, à la demande de la Fédération nationale des commerçants, qu'on puisse permettre 12 dimanches d'ouverture de commerce en 2021, ce qui est le maximum. Donc, il est évidemment donc proposé de pouvoir bénéficier entre guillemets donc, de cette possibilité qui était déjà ouverte par la loi. Une consultation d'ailleurs a été menée avec l'association des commerçants 2.0 de Taon, parce qu'il était initialement proposé 9 ouvertures dominicales. Mais enfin, là, il y a quelques semaines, avec l'AGLO, la Fédération nationale des commerçants, on a souhaité aller à 12 et on a pu répercuter donc, cette possibilité sur le territoire de notre commune. Donc je vous annonce les dates potentielles pour 2021 au niveau donc, des commerces de Taon-les-Vosges. Le premier dimanche des soldes d'hiver, le 3 janvier. Les 3 dimanches de janvier, ce qui est une nouveauté. Le premier dimanche des soldes d'été, qui se dérouleront donc, le 27 juin. 2 dimanches mobiles qui sont intéressants, puisque c'est des dimanches qui sont ceux qui correspondent à des actions locales, à des animations, à des festivités locales. Il est donc proposé le 16 mai 2021, qui serait donc la date de la braderie, et le dimanche 19 septembre, qui serait donc un week-end de marché de produits bio, locaux et de terroirs, que la CAP souhaite mettre en musique avec la collectivité, avec la commune de Taon. Donc, et 5 dimanches, et c'est déjà le cas, 5 dimanches pendant les fêtes de fin d'année, les 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre, 19 décembre, 26 décembre 2021, étant entendu qu'il n'y a bien sûr aucune obligation pour les commerçants d'y recourir, et qu'en revanche, les commerçants doivent répondre à un certain nombre d'obligations, d'ouverture hebdomadaire, de repos dominical, de valorisation également financière des professionnels et des salariés qui travailleraient les jours concernés. Voilà, même si effectivement c'est pas ça qui sera le moteur de la relance pour les commerces locaux, mais ça peut être un plus. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Des questions? Non, pas de questions, pas d'intervention. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je propose d'en arriver maintenant à un certain nombre de points divers. S'agissant des opérations de gestion de la crise sanitaire Covid sur notre commune. Bon, la première vague de crise sanitaire a été
très pénible à gérer. Sur la deuxième, on était effectivement un peu plus prêt et paré à le faire. Cela étant, nous devons rendre compte des actions qui ont été prises. Je vous propose d'aller assez vite puisque vous aviez le rapport. Le plan de continuité des services avait été adapté et qui retrace d'ailleurs un certain nombre d'aspects relatifs au télétravail. Je ne vous cache pas que j'étais pas très... Voilà, moi je suis pas un fervent défenseur du télétravail. Ça quand même demande des dispositions particulières, une organisation compliquée, difficile. Et puis, c'est un service public, la collectivité. Donc, qui dit service public dit accessibilité au public, dit travail réalisable. Et je dois saluer d'ailleurs nos salariés, nos agents, qui étaient les premiers à exprimer au comité technique une volonté de bosser. Personne n'a dit on veut se planquer. Et on veut bosser. Ne mettez pas à l'écart, comme lors du premier confinement. Donc forcément, il faut faire gaffe aux agents qui ont des difficultés de santé, ne pas les exposer dangereusement au virus. Il y a une attention très particulière à ce sujet. Du télétravail a été mis en place pour certains agents, mais ce n'a pas été le régime général mis en place au sein de la collectivité. En revanche, j'ai quand même sollicité les services, et notamment les représentants du personnel, que nous avons pu questionner très clairement sur l'application des gestes barrières mis en place par l'intermédiaire de l'agent de prévention. Parce qu'on avait mis des choses qui étaient véritablement valorisantes. Moi, il m'intéresse de savoir si c'est vécu comme tel sur le terrain. Donc, bien sûr, renforcer les procédures de nettoyage, l'affichage des consignes, vérifier régulièrement la présence de savon et d'essuie-mains, identifier les situations de travail à risque, mettre à jour le document unique, mais également d'autres aspects comme le fait d'éviter les croisements dans les vestiaires, éviter les situations de promiscuité dans les locaux, notamment techniques, pour protéger du mieux possible nos agents d'un virus qui, malheureusement, je suis bien ou mal placé pour vous le dire, qui peut faire des dégâts terribles. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation au niveau de la commune d'un virus extrêmement circulant. La carte Géodes mise en place par les autorités de santé détermine pour chaque commune de France et potentiellement donc dans les Vosges et la nôtre des statistiques qui, pendant le mois de novembre et là depuis début décembre, pas bonnes du tout. Pas bonnes du tout. Les médecins que nous avons vus hier avec Françoise Bitch sur d'autres aspects nous ont dit qu'il y avait maintenant un début d'accalmie, mais que la tension reste palpable. Et effectivement, la pression est forte. Donc il nous appartenait de tenter de protéger du mieux possible nos personnels. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous n'avons heureusement pas de cas décelés au sein de nos services, ce qui amène à penser qu'il y a une prudence, mais je peux vous le dire aussi, sans doute un peu de chance. Mais saluons leur rigueur. Je ne vous cache pas, il a fallu qu'on rappelle quand même 2-3 fois le port du masque sur un certain nombre d'agents, pas se mentir, c'est pénible de bosser avec ça, mais j'ai dit, vous êtes l'image de la commune et il est important quand vous travaillez, notamment au centre-ville, quand on l'a rendu obligatoire et qu'on en a pris plein la tronche parce qu'on avait rendu le port du masque obligatoire au centre-ville, et je peux vous dire que je l'assume d'autant plus facilement 2 mois après cette décision. Notamment parce qu'il y a la réouverture des commerces et qu'il y a du monde dans les commerces. Jérôme nous en dira un mot tout à l'heure. Le port du masque au centre-ville, c'est une nécessité impérieuse. Et donc il était nécessaire aussi, en termes d'exemplarité, que nos personnels le portent bien, parce qu'un masque qui est en dessous du nez, il ne sert à rien. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop bien comment ce virus d'ailleurs peut circuler. On a de très grandes interrogations à ce sujet. Mais pour en revenir à nos moutons, voilà, sur la gestion de crise, je salue l'action du directeur général qui a porté une vigilance importante à ce sujet, l'action de l'agent de prévention qui lui aussi a été présent sur le terrain, et parce que tous les représentants du personnel nous ont dit au CT, au CHSCT, oui, les mesures sont concrètes. Et la question qui tue, c'est ce qu'il y a d'essuie-mains dans le... Non mais voilà, oui, c'est... Donc voilà, donc c'est une communication qui n'appelle pas de vote particulier. S'agissant des lignes directrices de gestion, donc je vous parlais d'un gros mot qui est en fait un objectif simple, c'est de traduire le projet des élus dans les services et dans l'organisation des services.
Je vous informe, si vous ne le saviez pas, qu'il y a une étude organisationnelle en cours. Nous faisons le bilan aujourd'hui des compétences que nous avons dans la collectivité par rapport à ce que nous voulons faire en termes de travail concret, en termes de priorités politiques que nous pouvons avoir. Je vous passe tout le blabla de la loi au départ parce que ça c'est bien, on le connaît tous, hein, les stratégies pluriannuelles de pilotage des ressources humaines, etc. Tout ça c'est très important. Simplement pour vous dire que dans un premier temps, si on se situe dans le document, page 7 par exemple, hein, des lignes directrices de gestion, hein, qui reprennent dans un premier temps tout un tas de paramètres, mais qui sont déjà dans le bilan social, hein, les effectifs par filière, les enjeux de départ à la retraite, qui vont pour nous être un enjeu énorme dans la collectivité, hein, puisque dans 5 ans, c'est pas loin de la moitié des effectifs qui seront peut-être... un peu moins, des effectifs qui seront partis en retraite. Donc on a un enjeu de GPEC, un enjeu d'anticipation énorme dans la collectivité, ce qui nous amène à mener l'étude organisationnelle, entre autres. Mais vous trouverez donc par rapport à la page 7, donc déjà ce qu'on a positionné en début de mandat, hein, la volonté forte par exemple de l'équipe municipale de se doter d'un vrai service jeunesse, enfance, éducation et sport, qui s'est déjà traduit en acte par le recrutement d'une coordinatrice. La redynamisation du centre-ville, avec le recrutement à mi-temps d'un manager de centre-ville. L'amélioration de l'information, de la rotation de l'accueil, de la réponse et de l'écoute des administrés à l'accueil. On a encore du boulot. Hein, ça, c'est à tout point de vue. Physiquement, dans les procédures, dans la culture même. La mise en place d'une politique d'insertion, c'est tout à fait fondamental, que je pilote avec Dominique Marquer, qui sont dans les objectifs du DGS dès l'année 2021. Vis-à-vis de notre gestion par l'association Espoir, hein, de l'intervention des agents d'espoir au sein de la collectivité, il faut vraiment qu'on sorte des trappes à pauvreté. Des agents ont pu bosser parfois pour la collectivité 10 ans de suite en restant à Espoir. Donc, et en gagnant 600 balles par mois, hein, c'est-à-dire 50 balles de plus que le RSA. Hein. Il faut sortir de ces trappes à pauvreté, c'est scandaleux. Il faut y remédier très rapidement. On réfléchit avec Dominique à plusieurs choses. C'est l'entrée, qu'Espoir soit un point d'entrée pour la collectivité, c'est intéressant. Ensuite, il faut qu'il y ait vite un autre mécanisme qui se mette en œuvre. Nous souhaiterions éventuellement mettre en place un chantier d'insertion pour que ce soit la collectivité qui gère les personnels. Voilà. Et qu'à la fin donc des 2 ans d'un CDDI, il y ait eu un parcours de formation, qu'il y ait eu un accompagnement, une insertion au sein de la collectivité, puis à la fin, soit tu recrutes parce que tu as un poste libre et quelqu'un qui est formé et qui fait affaire, soit tu l'orientes vers une autre collectivité, avec l'appui notamment du centre de gestion, pourquoi pas. Moi je vois ça d'un très bon œil. Je pense qu'il faudra qu'on partage d'ailleurs sur ces aspects-là, qui sont tout à fait fondamentaux pour sortir de ces trappes à pauvreté. Moi je critique personne, c'était comme ça, c'était un état de fait, c'était pratique, mais il s'avère que en responsabilité éthique de l'employeur, c'est quand même pas top. Voilà. Conseil à la population en matière d'urbanisme, on vient d'en parler. La mise aux normes et l'optimisation des salles de la rotonde. J'en ai parlé au conseil municipal dernier. Nous avons provoqué une réunion avec le président Heinrich et avec les directeurs généraux de l'EPCI et de la ville de Thaon, avec Christine qui était présente bien sûr, avec Jackie Castan pour Seine-Vosges, avec la directrice de la culture et bien sûr le vice-président Holler qui est vraiment un VP remarquable sur la culture. Et on a fait vraiment un état des lieux qui était vraiment intéressant. Et on a donc demandé à nos services respectifs de travailler sur sur l'avenir de la rotonde. Avec un bilan aujourd'hui, je vous l'ai partagé la fois dernière, qui n'est pas bon, puisqu'à la fois nous faisons 200 000, cette année ça sera 300 000 de déficit sur le fonctionnement, sans avoir fait le moindre investissement depuis longtemps. On a un autre problème, c'est qu'entre Seine-Vosges et la commune, ça passe pas bien. Depuis 2009, les choses n'étaient pas claires. Il fallait changer une ampoule, on se regardait dans le blanc des yeux, et puis à la fin, personne ne le faisait. Ou si, tu avais Gildas qui finalement achetait des piles, changeait les piles dans le micro, qui n'est quand même pas le sien,
parce que personne ne le faisait. Il n'y a pas eu de dépoussiérage à la rotonde depuis 2009, par exemple, dans le théâtre, je veux dire, pas dans les locaux municipaux, parce que le théâtre est communautaire, tout le reste est communal. Et c'est trahir aucun secret que de dire que le fonctionnement de la rotonde n'est pas optimisé. La rotonde est souvent vide. La rotonde fait l'objet, comme je le disais à l'instant, d'un conflit d'usage entre Seine-Vosges et la commune. Parce qu'en termes de programmation, il faut bien comprendre, il y a une belle programmation de Seine-Vosges, même si moi je ne la comprends pas tout le temps, mais ça c'est de ma faute. Il faut attendre la programmation de Seine-Vosges pour prélasser des événements par la commune. Donc, moi je ne ferme la porte à aucune hypothèse, avec Christine on était d'accord, il nous faut restituer au conseil municipal une étude qui pourrait aller jusqu'à la création ou le rattachement qui existe déjà, d'un établissement qui existe déjà, un établissement public, industriel et commercial, dont l'objectif est d'optimiser, de vraiment faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent plus qu'aujourd'hui à la rotonde, et qui sera au-dessus de Seine-Vosges et au-dessus de la commune, pour permettre, avec des gens dont c'est le métier, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est des métiers complexes, potentiellement d'avancer. Donc pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses, il n'y a aucune décision prise à ce sujet. Évidemment, la condition sine qua non de la réussite, c'est qu'on est pour les associations de town. Christine me l'avait rappelé, elle a tiré à chaque fois qu'on en parlait, et les associations de town, elle a bien raison, il faut absolument que les associations de town puissent continuer à utiliser la rotonde. Mais je prends un seul exemple, depuis combien d'années, le 31 décembre, elle est fermée à double tour. Bon ben voilà, alors cette année, fortiori, elle le sera encore, mais avec des gens dont c'est le métier, qui vont aller chercher, qui ont l'habitude d'aller chercher les contrats, d'aller chercher les usages, eh bien, sans doute, on parviendra à un équilibre financier un peu meilleur et surtout des investissements. Parce qu'on pourrait faire les quais en disant on garde la rotonde, mais si on continue comme on fait maintenant, dans 20 ou 25 ans, l'affaire elle est pliée. Et la rotonde, tu peux la fermer administrativement. En tout cas, on n'a pas les moyens, tout seul. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir. Voilà donc un beau sujet pour ceux qui s'étaient endormis, qui pourrait être polémique. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être responsable quand on est élu locaux. Donc, je vous proposerai une étude, on en débattra, on en discutera, parce que c'est un sujet très important. Bon, la mise en place d'une politique d'excellence, bon, ça c'est un peu pompeux, donc je propose de passer dessus. Et puis, évidemment, ne pas se fermer la porte à des évolutions. Le centre social semble repartir sur de bons rails. Si il s'avérait que ça ne fonctionnait pas, il ne faut pas fermer la porte à une municipalisation. Et c'est encore une hypothèse aujourd'hui que je brandis, une municipalisation des services. On vient de relancer un programme éducatif et territorial. Voilà, il faut que ça marche. Donc on met 200 000 € dans l'affaire tous les ans, il faut que ça tourne, il faut que ça fonctionne. Et ainsi de suite. Donc tout ce document traduit pour l'instant déjà un certain nombre d'hypothèses. Il y a des recrutements qui ont été faits en cohérence avec cette ligne politique, mais l'étude organisationnelle qui est menée actuellement est vraiment bien par Karine Febvre-Bernardi et Nathalie Goncalves, sous la houlette de Cyril Jacquet, fait que chaque agent de la collectivité est entendu, écouté. On fait un bilan sur ses compétences, on fait un bilan sur ses aspirations. Et donc cette étude organisationnelle ira et jalonnera notre travail jusque sans doute le mois de juin 2021. La volonté, c'est de vous la restituer à ce moment-là et de pouvoir mettre en place un certain nombre de décisions, d'actions à partir de septembre 2021. Parce qu'on va parler d'annualisation du temps de travail, on va parler d'astreinte, on va parler d'heures supplémentaires, de gestion des heures supplémentaires, de tout un tas de choses qui sont très importantes. Moi, comme je l'ai dit, puisque j'explique à chaque agent, Emre vient régulièrement également, on explique aux agents ce qu'il en est, ce qui va en être. Ce n'est pas le grand soir, on met le couteau sous la gorge à personne, mais on veut bien sûr, avec les compétences qu'on a, faire le meilleur boulot possible. Et je rappelle, c'est l'occasion d'ailleurs à chaque fois, de rappeler aux agents le bon boulot qu'ils font et la confiance qu'on a en eux. Mais comme on n'a pas tout à fait les mêmes projets que nos prédécesseurs, il faut bien que l'administration elle suive, c'est logique. Voilà, donc j'ai fait quelques digressions, vous m'excuserez. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce projet de ligne
de gestion. Pardon. Non, pas d'observation. Très bien. Alors, quelques communications. Tout d'abord, même si on s'est fait tirer les oreilles par le préfet, remercier Christine et la commission animation pour la gestion de la Saint-Nicolas, parce que ça a vraiment donné quelque chose de remarquable sur le territoire, qui donnerait presque des idées pour les années à venir. Christine, tu veux peut-être en dire un mot? Ce serait peut-être bien auprès de l'assistance. Même si après le carton jaune du préfet, ce serait peut-être un carton rouge, mais on assume. Oui, effectivement, la tournée de Saint-Nicolas, certes, n'a pas été très bien vue par le préfet, mais en attendant, nous, par rapport à nos citoyens, ça a été très bien vu, très apprécié. Les gens étaient très très heureux. On a eu quelques petits loupés, on en a loupé 5. Je les ai refaits la semaine dernière avec les Saint-Nicolas samedi dernier. Donc les gens étaient vraiment heureux, les enfants étaient ravis. On a pu aussi faire les écoles, bien que c'est pareil, l'inspection académique n'était pas très chaude, mais c'était au bon vouloir des directrices qui, elles, ont accepté de le faire. Ce qui était, voilà, c'était toujours des super moments parce qu'on a vu des gamins qui étaient très ouverts en école, mais qui, quand on est passé dans les maisons, je vois samedi dernier, qui étaient tétanisés devant Saint-Nicolas, alors qu'ils l'avaient vu la veille, hein, on ne sait pas trop pourquoi, mais alors là, il n'y avait plus un mot, il n'y avait plus les copains, donc c'était, voilà. C'est vraiment une très belle opération qui se faisait dans le temps, hein. Moi, gamine, ça se faisait. Je pense que les gens apprécient, et je pense que c'est une opération qui mériterait d'être renouvelée l'année prochaine parce que ça a vraiment été apprécié. Et puis autrement, par rapport toujours à Saint-Nicolas, monsieur le maire, si vous voulez, moi j'aimerais bien remercier, au nom du conseil municipal, les 70 petits citoyens Kirsiens, Girmontais et Taonnais qui nous ont envoyé leur œuvre d'art pour le dessin de Saint-Nicolas. Ça n'a pas été facile de choisir. Et puis c'est une petite puce de 7 ans, puisque cette année oblige, on n'a pas fait de défilé, donc on n'a pas eu d'affiche, bien sûr. Donc c'est une petite puce de 7 ans, Chloé Adam Pierra, qui a vu son dessin retenu pour faire l'affiche de Saint-Nicolas 2021, que j'espère que nous pourrons bien sûr faire, le défilé. Le dessin a été choisi par rapport à tous. D'abord, c'est un beau dessin, et bien fait. Et en plus, cette petite puce a eu l'inventivité d'aller chercher des feuilles de thuya, des feuilles de salade, du papier d'alu pour faire son dessin. Elle a utilisé plein de matières vraiment originales. Donc, ça a vraiment eu l'unanimité du jury. On a de la secousse, parce qu'on avait tellement de dessins et qu'on avait du mal à choisir aussi. On a créé un prix de l'originalité pour une jeune fille de 12 ans qui nous a fait un beau dessin de Saint-Nicolas dans son char avec le ton taonné qui allait vers chez le Père Fouettard et le Père Noël. Et puis on a donné aussi 2 prix qu'on a appelé le prix Soleil à 2 petites puces qui nous ont fait des dessins lumineux. Voilà, donc avant 12 ans c'était Chana Magalaès, je n'ai pas donné son nom. Les 2 petites puces c'est Mila Voulot et Lison Lambert qui ont fait des dessins de Saint-Nicolas très lumineux, voilà, qui reflétait la joie de vivre, et je pense que c'était bien en ce moment. Et puis on a mis un petit prix hors catégorie pour un petit garçon qui nous a fait un dessin avec des matières très particulières qu'on n'attendait pas, et puis qui a fait ressortir tout en relief. Enfin, c'était assez particulier. On était très fiers de tous ces beaux dessins, donc j'ai prévenu les heureux gagnants. Et puis, on fait un petit courrier individuel personnalisé à chaque enfant qui a fait son dessin. Voilà. Donc, on espère que l'année prochaine, ils participeront encore. Voilà. C'était une belle opération, ce Saint-Nicolas, malgré que nous n'ayons pas eu notre défilé. C'était quand même un beau truc, quelque chose de bien. Voilà. J'espère honnêtement que l'année prochaine, la commission culture pourra vraiment s'éclater et faire d'autres choses, parce que cette année, on s'est quand même un peu frustrés, quand même. Voilà. Merci, monsieur. Merci Christine, merci à toi et effectivement au commissaire de la commission, vous avez fait un bon boulot. Pardon? Il y a une question, Jean-Louis. Prends le micro, citoyen. Il n'y a pas que les personnes de l'électricité qui nous ont dit merci, il y a beaucoup de voitures qui se sont arrêtées pour faire des photos. Et nous remercions d'avoir fait ça, ça faut le faire remonter parce que c'est quand même une tradition dans les Vosges. Et ça, les gens ont été perceptifs, même tous les personnes qu'on a vues nous ont remercié d'avoir fait. Et ça, il faut le faire remonter parce que c'est quand même une tradition qui est rentrée en l'oreille. Et on n'a pas oublié cette tradition-là pour les gamins. Et nous, on est satisfaits d'avoir fait la tournée.
Et puis merci à toi, Christine, d'avoir organisé ça, parce que ça remet du bon au cœur aux gens. Merci Jean-Louis. Tu as anticipé, puisque la vague de remerciements allait se poursuivre, puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César. Jean-Louis nous avait conçu la maquette de la petite place qui se situe en face de l'église, qu'on aperçoit depuis ici avec le petit chalet du Père Noël. C'est dans la philosophie de la chaleur, de la proximité, de l'ambiance de fête à laquelle on est toi, moi, mais très nombreux autour de cette table, très, très attachés. Ça a énormément de sens et voilà, tu as réussi à comment dirais-je, à faire ressortir ton attachement aux fêtes de Noël dans cette réalisation. Donc merci Jean-Louis et merci aux services qui ont vraiment beaucoup bossé pour la réalisation. Tu as raison. Oui, il faut le dire. Très bien. Je propose que Jérôme peut-être prenne une intervention pour nous donner quelques informations relatives au commerce. Merci Monsieur le maire. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'aurai 3 points, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles et puis des remerciements. Je vais commencer par les mauvaises nouvelles, ça fait toujours plaisir. On peut que constater amèrement encore des dégradations devant les commerçants ces dernières nuits, cette semaine, Dominique, tu m'arrêtes si je me trompe, de dégradation. Les services techniques ont mis à disposition des superbes sapins. Et c'est une fois de plus encore du vandalisme dans nos rues par de bandes de petites trous du cul qui s'amusent à tout frôler. Je passe les fleurs d'Héloïse. Il y a eu un nombre d'incroyables de commerçants qui ont été vandalisés une fois de plus et c'est bien dommage. Au rayon des mauvaises nouvelles, c'est bien sûr l'incertitude pour encore, parce que tous les commerces ne sont pas réouverts au jour d'aujourd'hui, vous le savez bien, les cafés, les restaurants sont encore dans l'expectative du 20 janvier. On croise tous les doigts que ça finisse bien pour eux. Je vous avoue qu'au jour d'aujourd'hui, dans le commerce, j'ai pu discuter avec bon nombre d'entre eux. Certains ont repris goût à la vie, c'est pas facile. Et d'autres s'inquiètent un peu parce que l'affluence n'est pas là. Je pense aux opticiens, puisque finalement, l'opticien, qu'est-ce qu'il a? Il a un client qui va chez l'ophtalmo. Si l'ophtalmo reporte ou ajourne les rendez-vous, ils ne vont pas chez l'opticien. Donc c'est quand même compliqué, c'est pas simple au jour d'aujourd'hui à ce niveau-là. Au niveau mauvaise nouvelle, une dernière, c'est une tentative aujourd'hui d'escroquerie carrément avec une société sur Paris qui prône une publication pour la ville de Thaon-les-Vosges, je l'ai là avec moi, pour la ville de Thaon-les-Vosges. Et malheureusement, une commerçante est tombée dans le panneau. La pauvre, comme nous tous, les commerçants, nous recevons des mails sans arrêt pour une publicité de ceci, cela. Elle a cru bien faire en pensant à notre commune, puisqu'elle me l'a dit, je l'ai rencontrée cet après-midi avec notre manager de centre-ville. Elle est complètement désemparée, elle a cru bien faire. Elle s'est fait berner, simplement l'arnaque coûte à peu près 31 000 € maintenant pour cette pauvre dame. Et j'ai demandé, bien sûr, des aides un peu partout pour la soutenir, l'aider, voir comment on peut faire. Et puis surtout de voir si notre service, si nous avons un service juridique, parce que quand on emploie le mot pour la ville de Thaon-les-Vosges, ça me laisse perplexe et j'espère que nous pourrons l'aider et puis attaquer cette société sans vergogne. Voilà. Au rayon bonne nouvelle, vous l'avez vu, la dizaine de Noël a commencé depuis le 11 décembre, excusez-moi, jusque là au 24. Ça se passe remarquablement bien. Je vous invite à bien sûr commercer, à faire travailler vos commerçants qui puissent vous donner des petits bulletins. Je suis allé ce soir au dépouillement, j'y retournerai encore bien sûr. Je suis agréablement surpris par le nombre de bulletins dans l'urne, c'est impressionnant. C'est-à-dire que les gens vont dans les commerces, donc ça marche, ça fonctionne. Il y a presque 15 000 € de cadeaux, dont 11 000 et quelques euros de bon d'achat cette année. Vous connaissez l'histoire par rapport à la ville. Je veux dire, c'est magnifique ce qui se passe. L'engouement des commerçants, même si c'est pas simple, ils y mettent du baume au cœur. Ça va bien se passer. Au rayon des bonnes nouvelles, il y aura des projets qui vont aboutir en début d'année. Je ne voudrais pas trop aller trop vite, mais ce sont 3 à 4 projets qui sont quasiment presque concrétisés pour certains. Il y a de belles perspectives malgré que cette crise n'est pas finie, je le répète, c'est pas fini, mais on voit quand même que parmi nos commerçants, on garde la foi. Et moi le premier, pour pouvoir les aider et les soutenir dans tout ce qui va arriver. Donc des projets importants, monsieur le maire, qui vont arriver, dont vous en connaissez certaines teneurs, et j'en suis bien content. Voilà.
Il y a aussi un club d'entreprise sur la zone Innova qui va, et j'espère bientôt voir le jour avec celui de la zone des avions. Nous y travaillons dessus et je pense que sur début janvier, pareil, nous aurons de belles propositions à faire. Nous avons réussi le challenge du centre-ville avec la CAT et je ne vois pas pourquoi nous ne réussirons pas sur les zones à développer quelque chose également. Au niveau des remerciements, bien sûr, je vais féliciter la CAT parce que depuis peu qu'ils sont élus, qu'ils sont en place, ils se sont démenés pour faire cette dizaine de Noël. Vous l'avez vu tout à l'heure avec les dimanches qui vont être ouverts en 2021. Ils vont proposer des nouvelles animations et je vous en dirai davantage prochainement, qui tiennent la route, qui prouvent le dynamisme de cette union de commerçants menée d'une main de maître par Jimmy Leclerc et aidée bien sûr par notre manager de centre-ville, Cédric Bernardin. Remercier également à ma droite Françoise, le CCAS en général, pour les bons d'achat qui ont été distribués pour nos aînés. Bons d'achat, je rappelle, qui sont à faire valoir dans le commerce tahonnais, 12 000 €, une fois de plus, un geste fort de notre commune et je tiens absolument encore, une fois de plus, à remercier la municipalité pour ce geste fort pour notre commerce. C'était le mot de la fin de ces remerciements parce que vraiment, voilà, il y a quelque chose qui se passe, on y veille, tout le monde monte dans le train, tout le monde a compris que dans ces temps très difficiles, il était temps de faire quelque chose. Merci, monsieur le maire. Merci, Jérôme. Une tentative d'applaudissement. Ben, on est tellement attaché à notre commerce de centre-ville, hein, qui fait l'ADN de ce qu'est Tahon. Et on avait tellement de peine à le voir souffrir, on avait tellement peur avec le Covid que ça signe son arrêt, pas de mort, mais en tout cas l'arrêt de son développement, qu'effectivement les perspectives que nous sommes en train d'appréhender nous font chaud au cœur. Alors on reste prudent, effectivement, tant que le ruban n'est pas coupé, que l'inauguration n'est pas faite. On est prudent, mais on a effectivement de belles perspectives. Ça m'amène tout de même, puisque on peut parfois entendre ici et là des questionnements sur le rôle d'un manager de centre-ville sur une commune comme la nôtre. Je crois que ça ne mérite aucune mesquinerie, dans la mesure où nous on mesure aujourd'hui l'importance de la prise de contact, du conseil, de l'accompagnement, qui sont parfois simplement la réactivité de la réponse, dans la mise en relation avec le propriétaire, dans la mise en relation avec la police municipale, avec nos propres services, avec la préfecture, avec son adjoint de tutelle, etc., etc. Et cette réactivité, le fait de commencer à construire un réseau, de connaître les boîtes d'immobilier, de constituer ce réseau, nous donne aujourd'hui, et je pense que sur les premières réussites qu'on a enregistrées, je pense que c'est notamment grâce à cette nouvelle organisation, de mon point de vue. Je continuerai à le dire pendant de nombreuses années, tant que nous sommes dans l'utile et non pas le futile, on avancera tous. Merci. Très bien. Pardon. Très. S'agissant donc vous avez trouvé sans doute un agenda de l'année 2021. Donc avec nous n'avons le seul regret que nous avons, ce n'est pas une entreprise des Vosges, mais c'est une entreprise de Meurthe-et-Moselle, donc on a tout de même partiellement remédié à l'exotisme des choix précédents qui nous amenaient à choisir une entreprise, je ne sais plus où, enfin très loin. Donc cet agenda est un peu remanié, voilà, vous le trouverez, il est apprécié des habitants en règle générale pour y co-signer leur rendez-vous. Je vous remettrai également une proposition de loi. Alors c'est vrai que maintenant le lait n'est plus chaud, hein, mais le fer a refroidi, mais j'avais demandé au député Viry de prendre une initiative. Parce qu'avant que le référendum soit acté, j'avais moi regretté que s'il y avait un choix de diffusion prononcé par les habitants, que ce ne soit pas le conseil municipal qui décide, mais le préfet. Ça je trouvais ça tout à fait aberrant. C'est le peuple est souverain, et si à un moment donné des électeurs d'une commune décident quelque chose, je ne vois pas pourquoi le préfet pourrait dire l'inverse. Enfin, ça je ne comprends pas, je ne le conçois pas. Et donc, c'est une proposition de loi qui vise à accorder plus de valeur à l'avis du conseil municipal lors du processus de séparation d'une commune nouvelle, pour que ce soit bien le conseil municipal qui décide, et pas l'État. On est ici, c'est à nous de décider comment on veut vivre chez nous. Alors on n'est pas des sauvages, hein, et on respecte l'État, qui est, comme je disais en propos introductif tout à l'heure, une parole forte et respectée. Mais sur ces aspects de démocratie locale, je pense quand même qu'effectivement,
il était important de pouvoir faire valoir potentiellement l'avis de ceux qui auraient souhaité la diffusion. Donc il n'y a que 19% des électeurs qui ont choisi, qui ont participé, qui ont choisi la diffusion. Ils étaient très largement minoritaires, mais moi, il m'appartenait de notre capacité de défendre leurs paroles et de défendre leur position. Hein, on dit toujours que la démocratie, elle existe qu'à partir du moment où tu permets à ceux qui ne sont pas d'accord avec toi de s'exprimer. Donc merci au député Viry et à son équipe pour ce boulot. Vous précisez également que pour la maison pluridisciplinaire de santé, nous avons fait le choix, et je souhaite pouvoir vous communiquer les choix des cabinets et des bureaux d'études que nous sélectionnons. Donc c'est le cabinet SPEI qui a été choisi, puisqu'il était le meilleur, dans le cadre du cahier des charges qu'on a émis, pour monter le programme de la maison de santé. Là aussi, on a quelques bonnes nouvelles, mais tant que tout ça n'est pas signé, etc., on ne fera pas les malins. Et il y a plusieurs belles perspectives autour de la maison de santé, sujet sur lequel je suis bien secondé par Françoise. Pardon. Vous annoncez la date du prochain conseil municipal, qui se déroulera donc le 28 janvier, avec notamment deux aspects très importants à l'ordre du jour. Ce sont les orientations budgétaires. On souhaite adopter le budget assez tôt pour pouvoir lancer les marchés assez tôt, et parce qu'on a un programme d'investissement qui sera discuté notamment en commission des finances, qui est quand même très ambitieux. Après une résilience, une année où on n'a pas fait grand-chose pour remettre les finances de la commune au vert, donc on est en mesure maintenant de planifier un programme d'investissement ambitieux mais raisonnable, vous le verrez, en tout cas on vous le proposera prochainement. Et puis l'intervention du président Hinrich, que j'ai souhaité au sein de notre conseil municipal, afin qu'il nous donne un certain nombre d'éléments sur le fonctionnement de la communauté d'agglomération d'Épinal, sur la manière aujourd'hui dont la gouvernance de l'agglo fonctionne, sur les projets importants de la communauté d'agglomération. Il me semblait important que le président de l'agglo puisse venir auprès de nous, qu'un EPCI quand même aujourd'hui complètement incontournable dans le paysage institutionnel local. Donc je suis content que le président ait accepté notre invitation. Et puis, puisque nous nous reverrons peut-être pas pour un certain nombre d'entre nous d'ici le 24 et surtout le 25 décembre et la nouvelle année, vous souhaitez qu'elle se termine du mieux possible. Elle est l'issue d'une année particulièrement éprouvante pour chacun d'entre nous, pour nos familles. Donc moi je vous souhaite que vous passiez de très belles fêtes malgré tout. On est peut-être invité d'une certaine manière à les appréhender d'une manière nouvelle, et finalement c'est peut-être pas si mal. Je dois quand même respecter la laïcité, même si je pense que c'est pour ceux qui croient, en tout cas, les catholiques en particulier, la capacité à se retourner vers l'arrivée du Sauveur, mais là j'en dis pas, du Seigneur, pardon, donc j'en dirai pas plus, mais en tout cas peut-être retrouver une intériorité un peu nouvelle, une ambiance familiale peut-être un peu plus courte, puisqu'on n'a pas le droit d'être plus de 6 adultes, mais peut-être penser un peu moins au repas de famille, mais plutôt au sens même de cette fête. Et puis vous souhaitez une très belle fin d'année, et vous retrouver, je l'espère, dans la meilleure forme possible, dans les bonnes dispositions, motivés pour notre commune dès l'année prochaine, parce qu'on a vraiment encore beaucoup de boulot et de pain sur la planche. Voilà, donc portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres. Ça me semble effectivement la chose la plus importante. Est-ce qu'il y a des volontés d'intervention en conclusion? Pas d'observation, pas de questions particulières? Très bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et nous levons ce conseil municipal. Merci.